Bonjour, cet été, la mode est au rendez-vous sur les bords de la Méditerranée. Le Mucem vous dévoile ses plus beaux costumes populaires jusqu'alors nichés dans sa réserve qui feront écho à de la haute couture. Fashion Folklore met en miroir des costumes traditionnels ancrés depuis des générations dans la culture locale et des créations de couturiers mondialement connus. C'est surprenant et c'est le travail de deux femmes. On va retrouver l'une d'entre elles. Bonjour Marie-Charlotte Calafa, vous êtes l'une des deux conservatrices à l'initiative de cette exposition et vous en l'occurrence, vous étiez en charge d'aller chercher des pièces dans la réserve du Mucem pour raconter leur histoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né ce projet ? Et l'idée, c'était déjà d'une part de vouloir parler de la collection textile qui depuis l'ouverture du Mucem avait été assez peu exploitée. Et donc de la travailler à la fois d'un point de vue géographique, chronologique et de son histoire. Alors, c'est important de le préciser, c'est un dialogue permanent, cette exposition, entre ces pièces, en effet, de costumes traditionnels et populaires, et des pièces de haute couture. Il n'y a pas de hiérarchisation, c'est bien ça? Oui, exactement. Le principe était de se dire, cette collection, elle a inspiré, en fait, depuis qu'elle est constituée fin du 19e siècle, des créateurs à accompagner même le phénomène de la haute couture. Et donc, c'était de voir comment en fait on pouvait mettre ces dialogues sans arrêt tout au long d'un parcours en essayant de réfléchir même à la manière de penser ce parcours comme une histoire à travers les collections textiles. Et pour ce faire, c'était d'abord une approche géographique pour comprendre comment le costume traditionnel s'est finalement aussi accompagné d'affirmations, de nations, d'identités régionales. Ensuite, de comprendre comment il est finalement évocateur de codes, de langage. Et enfin, d'essayer de se détacher des questions géographiques ou anthropologiques pour plus essayer de réfléchir à ce que ça peut être aujourd'hui cette inspiration. Alors c'est là qu'on va le découvrir au cours de l'exposition, mais peut-être un petit mot sur ces œuvres derrière nous de Franck Sorbier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce parallèle ? Alors, on souhaitait ouvrir l'exposition avec déjà peut-être une pièce un peu hybride qui donne justement un peu la question de la matière. En fait, une matière qui n'est pas forcément travaillée dans le textile, l'osier, le raffia, pour voir comment un créateur peut complètement détourner. Ensuite, cette pièce, elle s'appelle l'Arantuca. C'est le nom en fait du bateau qui est aussi à l'initiative des explorations, des voyages du musée d'ethnographie du Trocadéro. Et l'exposition, c'est véritablement aussi une envie de faire voyager à travers les costumes. Ensuite, c'est une autre pièce, en fait, un mannequin de couturière, également dans cette même matière, hein, l'osier, qui là va véritablement être aussi une interrogation, qui est le costume, on le porte sur soi, il y a un enjeu du corps très présent dans cette exposition et qui se traduit très pratiquement dans son organisation, aussi un enjeu important de mannequinage. Alors ici, vous avez voulu mettre en lumière l'affirmation culturelle régionale et nationale, alors autant dans le costume populaire que la haute couture, c'est ça? Tout à fait, et l'exposition rentre véritablement au tout début du XXe siècle avec des premiers créateurs haute couture qui vont accompagner le phénomène des ballets russes. Ça va être Paul Poiret, Jeanne Lanvin, Chanel et ensuite Yves Saint Laurent qui va nous permettre de déployer ici ce premier cas. Et ensuite, on va aller vers d'autres pays, l'Estonie, la Finlande et l'Ukraine, avec véritablement aussi des jeunes créatrices comme Marie Tilissione ou Lilia Litovska, avant de poser la question aussi des couleurs dans le costume national, albanais et espagnol notamment. Et pour finir cette première partie, on rentre dans la question du costume régional en France, avec notamment 3 cas pratiques, l'Alsace et Vesanto. Ensuite, on part en Bretagne avec Jean-Paul Gaultier, Valpiriou, Pascal Jaouen, avant d'arriver sur la Provence, où là sont évoquées en particulier par des créations plus ou moins récentes, la Croix, mais pour finir, Jacques Mus. Marie-Charlotte, restez avec nous, on se retrouve après pour la suite de cette exposition. Moi, je vous propose un coup de projecteur sur une des créations proposées ici avec son créateur, Victor Vicento. Bonjour Victor Vicento. Bonjour. Vous êtes un des grands couturiers mis en avant ici dans cette exposition et alors vous avez découvert votre œuvre installée ce matin. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est déjà un grand honneur pour moi, cette invitation à exposer mes pièces alsaciennes au Mucem. Je suis très honoré, très heureux et surtout très content du résultat parce que ça rend très cool.
Alors, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un peu cette œuvre? En effet, vous l'avez dit en quelques mots, c'est une coiffe alsacienne un peu revisitée. Voilà, tout à fait. Alors, c'est des coiffes alsaciennes, c'est même des petits détails. Donc là, on est sur l'idée du tablier, avec la petite blouse, la jupe de la grand-mère un peu trop longue. Là, on est sur la version robe plus courte, mais avec une grande broderie dans le dos. Et vraiment les coiffes alsaciennes revisitées. Donc là, il y a la version toute tressée, parce que c'était ma muse Iljima qui l'a portée. Donc je voulais que ces tresses des cheveux se coïncident avec la coiffe à travers les tresses. Et là, c'est tout en crin noir, donc un tissu qui a une bonne maintenue, qu'on n'utilise jamais pour les coiffes, mais je trouvais ça marrant de l'utiliser pour. Alors vous êtes originaire d'Alsace, hein, c'est aussi pour ça que vous avez voulu un peu rendre hommage. Le costume traditionnel et populaire, c'est une source d'inspiration pour les grands couturiers? Moi, oui. Moi, j'aime bien reprendre des choses qui vont être considérées comme un peu datées, et de les retransformer et remettre au goût du jour, de vraiment essayer de reprendre les codes. C'est plutôt justement un esprit, un sens, et d'essayer de revisiter la chose en étant un peu plus fun, un peu plus marrant. Donc, on est loin de la vraie coiffe alsacienne en réalité. On se dit que c'est deux mondes totalement différents, et pourtant avec cette exposition, on réalise qu'il y a source d'inspiration en permanence. Ça fait en fait finalement bon ménage, haute couture et costumes. Tout à fait. Je pense que le folklore, il y a tellement de choses, de codes, de choses, de détails qu'on peut reprendre. Après, il faut essayer justement d'aller plus loin et de revisiter ce folklore. Et si ça se trouve, dans 100 ans, ce sera la nouvelle version alsacienne. C'est un peu ce que je me disais. Donc voilà, d'essayer de faire évoluer la chose. Et donc, en tant que jeune designer, c'était assez évident pour moi de m'inspirer de mes racines natales. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors on ne le sait que trop bien, Marie-Charlotte, les vêtements définissent qui nous sommes, mais pas seulement, aussi les rites et les événements. Et c'est ce qui est mis en lumière dans cette seconde partie. Quels sont les codes vestimentaires qu'on va retrouver? Alors pour commencer, on va parler des Catherinettes dans un podium où on va donner à voir comment les célibataires de 25 ans ou plus sont fêtés le jour de la Sainte Catherine, en vert et en jaune. Et c'est en fait un rite folklorique qui est toujours en présence dans les maisons haute couture, puisque Sainte Catherine, c'est la sainte patronne des couturières. Tout s'explique. Et donc derrière, nous avons une œuvre de John Galliano pour Dior, voilà. Et après, c'est les chapeaux de Catherinette, alors ceux du Mucem, de la maison Balmain, d'Elsa Schiaparelli, et des prêts de Hermès et de Chloé. Autre rite, peut-être, le mariage, que l'on voit là-bas, avec une robe assez folle, faut le dire. Alors c'est vrai que la robe de mariée dans le costume traditionnel est plein de couleurs, de sens, de codes liés à la fertilité. Et il y a des éléments clés du costume traditionnel de mariée qui est la couronne, à tel point qu'elle est mise sous globe en fait dans le monde traditionnel. Et là, John Galliano en a fait une robe avec tous les codes des éléments que l'on retrouve sous ces globes dans cette pièce ici. Après, la question de la couleur et du message aussi est importante, d'où le fameux code et langage qui est donné au titre de cette partie. Et c'est ce qu'on voit déployer par ce nouveau dialogue avec d'un côté un costume du Portugal où il est écrit sur le petit tablier Amor et en parallèle cette robe phare d'Yves Saint Laurent, Love Me Forever, mais il faut un peu se tourner pour regarder Or Never. Qui est inscription derrière, qui est véritablement aussi une affirmation du pouvoir de la femme. Et on est en fait en plein débat sur le droit au divorce, etc. Donc toutes ces pièces ont un sens aussi social important. Et ce qui est important, c'est que ces robes de mariée, dans le modèle de la haute couture, c'est ce qui clôt un défilé. Donc c'est aussi une pièce très importante. Et dans l'imaginaire, robe de mariée traditionnelle, on pense à la robe blanche. En fait, elle est arrivée très tardivement. Et en fait, ici, c'est un vrai chatoiement de couleurs qui est donné à voir. Alors, au fil des années, la garde-robe a évolué, bien sûr. Et on assiste à un renversement du genre dans la haute couture, mais alors aussi dans un costume traditionnel. Oui, tout à fait. Vous l'aurez compris, c'est essentiellement ici des costumes féminins qui sont donnés à voir. Et là, il y a une partie consacrée au renversement du genre, avec un cas étonnant dans le modèle des costumes traditionnels, qui est le costume ici de Gida, qu'on trouve en fait en Macédoine, et où la coiffe, en fait, c'est comme un casque antique qu'on appelle le katsouli. Et donc tout ça est lié à une légende, parce que Alexandre le Grand aurait trouvé les hommes très lâches sur un chantier, et à la fin de la bataille, il a enlevé le casque des hommes pour le mettre sur la tête des femmes, qui étaient, elles, en arrière-plan, très opérationnelles. Et donc, ici, on consacre un peu la question de
la femme forte, Paco Rabanne d'un côté et Riccardo Tisci pour Givenchy. Et ensuite, on va déployer un peu ce cas pratique avec le tyrolien qui est transformé en tyrolienne, par Elsa Schiaparelli, par Chanel, ou le fez qui, là aussi, est mis sur la tête des femmes par Yves Saint Laurent et Giambattista Valli. Alors après le renversement du genre, justement, on ouvre dans la troisième partie et on va parler de transmission et d'inspiration. Impossible dans cette troisième partie de faire l'impasse sur le travail de conception et un peu de protection également, on peut dire ça? Tout à fait. Là, l'idée, c'était de voir aussi comment la collection, en fait, est une source d'inspiration, de motifs, de matériaux, en particulier autour de cas de bergers, de nomades, qui vont faire aussi circuler les matériaux et dont le matériau parfois constitutif de ces costumes peut être de la laine, de la paille, avec tout un traitement et un savoir-faire qui peut d'ailleurs, en effet, être protégé au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO et même mis sur la liste de sauvegarde d'urgence pour la Zoubleta, par exemple, albanaise. Et on va développer aussi ici l'art de la broderie des matillot hongrois dans une simèse qui va déployer ce cas pratique. Autre pièce inscrite également au patrimoine immatériel de l'UNESCO, des blouses romaines. C'est un peu le coup du spectacle d'ailleurs de cette exposition. Avec ce portant qui comporte combien de blouses? Alors, c'est un défilé de 39 blouses roumaines issues des collections et qui permettent de déployer véritablement une richesse de motifs, de techniques, avec un jeu aussi de couleurs et qui a été là aussi et à nouveau source d'inspiration pour des créateurs depuis peu classés au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2022. D'ailleurs, c'est un cas intéressant. Jeanne Lanvin, qui a elle-même collecté aussi des blouses roumaines et s'est prêtée à l'exercice d'en faire une. Et bien évidemment, quand on pense blouse roumaine, c'est Yves Saint Laurent qui est ici mis à l'honneur, à la fois en donnant à voir deux ensembles complets, un défilé, mais aussi ses planches préparation en fait à sa collection et des dessins. Merci beaucoup Marie-Charlotte Calafa pour cette visite privée. On peut découvrir d'ailleurs à la fin un superbe défilé du créateur Chalayan et bien sûr toute l'exposition est au sein du catalogue Fashion Folklore. Exposition à découvrir à partir du 12 juillet. On vous attend nombreux.